Au moment des faits, Marcos Kitano Matsunaga réside avec sa femme Elise à Sao Paulo, au Brésil. Assez jeune, il hérite de la compagnie Yoki, spécialisée dans la confection de produits alimentaires. Plutôt chanceux, il commençait bien sa vie. Et cette compagnie valait plusieurs millions d'euros. Rien que ça. L'entreprise Yoki est ce qu'on peut appeler un mastodonte du marché brésilien. La compagnie fut instaurée au pays en 1960 par le grand-père de Matsunaga, Yoshiro Kitano. Après avoir hérité de Yoki, Marcos Matsunaga en devient le principal gestionnaire et propriétaire, ce qui fait de lui l'une des personnes les plus riches du pays. Pour vous faire une idée de sa fortune, son père était connu comme s'étant hissé au rang de la 106e personne la plus riche du Brésil en 2004. Plutôt pas mal, hein? T'as pas un petit million en rap pour le petit Mongo? Non? Ok, on continue. De toute façon, c'est des radins, voilà. Faut dire ce qui est dans la vie. Partagez. Donnez-nous un peu de thunes. Bref, le montant de la fortune de Matsunaga n'est pas connu de manière précise, mais on peut imaginer qu'il devait mener un train de vie plutôt confortable, ça on peut le dire. Bon, tout ça, c'était la petite capsule historique afin de savoir un peu plus sur la profession de Matsunaga. Et si vous êtes comme moi, vous me connaissez, amoureux de la bouffe, et que vous êtes curieux de savoir ce qu'on pouvait se procurer dans cette compagnie, eh bien je vais vous le dire, bande de morphales, parce que c'est toujours intéressant de savoir quand il s'agit de bouffe. Yoki est notamment connu pour ses grandes variétés de saveurs de popcorn. Ils sont connus aussi pour leurs épices et toutes sortes de produits pour grignoter. Voilà en gros ce que tu peux trouver chez Yoki. Je vous jure, j'ai l'impression de parler d'un sponsor, alors que pas du tout. Venez goûter les chips Yoki, produits de qualité des Matsunaga. Je réclame mon dû, ralassez-moi, give me my money, il n'y a pas de pub gratuite ici. Eh les sponsors, vous nous devez des sous, à moi et à ma communauté, pour qu'on puisse acheter un kebab. Hein? Bref, j'arrête mes bêtises parce que vous allez me détester. Je sais pas ce qui m'arrive, m'en tenez pas à rigueur, j'ai l'impression d'être sous substance aujourd'hui. Je tiens à préciser que je ne consomme pas. Jetez à l'œil, petit fourbe. Bref, reprenons. Étonnamment, peu de détails nous sont accessibles quant à l'enfance et au passé de Marcos Matsunaga. La date et le lieu de sa naissance sont inconnus. Nous savons cependant qu'il est d'origine japonaise. Mais hormis ces détails, il est difficile de dresser son historique. Nous pouvons peut-être supposer qu'il a été élevé au sein d'une famille très riche. Ici, j'aurais été curieux de savoir le domaine d'études qu'il a entrepris. Quelles étaient ses occupations, ses passions, comment il vivait ses relations avec ses proches. On sait toutefois qu'il se passionnait pour le vin et les armes à feu. Ne le jugeons pas trop vite, espérons qu'il n'avait pas l'habitude de mélanger ces deux passions. Je plaisante, mais le mélange peut être très fatal. D'après cette photo, nous pouvons penser qu'il devait être aussi plutôt fan de chasse. Et vous l'aurez compris, la femme qui figure à la droite de la photo est son épouse, Elise Matsunaga. Apparemment, Marcos Matsunaga aurait rencontré Elise sur un site destiné à se procurer des services d'escorte. Et on reviendra dans quelques instants sur les détails de cette rencontre. Quelque temps après s'être découverts, Marcos et Elise développent une relation sentimentale très profonde, et tous deux forment alors rapidement un couple. Ils se sont mariés après 3 ans de fréquentation, et après que Marcos Matsunaga choisit de divorcer de sa première union. Et oui, selon les sources, Marcos Matsunaga était bel et bien un homme marié au moment où il rencontre Elise. Nous pouvons donc penser qu'il est fort probable qu'il était infidèle envers son ancienne femme, dont le nom nous est inconnu au moment des faits. Après tout, son habitude à solliciter des services d'escorte ne laisse rien présager de bon à ce sujet. Dans tous les cas, nous savons que Marcos Matsunaga décide de quitter sa première épouse, car il était beaucoup trop focus sur Elise. Il était subjugué par cette histoire d'amour idyllique. À la suite de leur mariage, le couple ont eu une fille, Elena Matsunaga, qui sera leur unique enfant. Et on reviendra plus en détail sur le cas d'Elena et ce qu'elle est devenue. Mais avant toute chose, qui est donc Elise? Qui est cette femme finalement? Plusieurs questions peuvent surgir dans notre esprit, et on va essayer d'y répondre maintenant. On va dresser le portrait de cette jeune femme, qui a su conquérir le cœur de l'un des hommes d'affaires les plus puissants du Brésil. Alors qu'il est difficile d'avoir accès à la majorité des détails entourant la biographie de Marcos Matsunaga, nous connaissons heureusement un peu plus de détails au sujet de la vie et du passé d'Elise Matsunaga. Elise Matsunaga répondait au nom d'Elise Ramos avant son mariage avec Marcos. C'est une citoyenne brésilienne née en 1947, et plus précisément à Chopinzino au Brésil. Et j'espère que je l'ai bien dit. Chopinzino. 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 Bref.
Chopinzino. Il est raconté qu'elle vit le jour au sein même de son foyer familial. Élise est issue d'une famille catholique plutôt modeste, pour ne pas dire qu'elle et sa famille vivent dans une situation assez précaire. Il est également raconté qu'Élise a le malheur de perdre son père alors qu'elle n'était âgée que de 3 ans, après que ce dernier avait décidé d'abandonner sa famille. On peut alors s'imaginer que l'enfance d'Élise n'a pas dû être facile. Grandir dans un foyer démuni, privé de son père à un âge si jeune, ça devait être très dur. Disons qu'il faut une sacrée force pour parvenir à garder la tête hors de l'eau dans une telle situation. Comme je le disais, ça devait être une très dure expérience pour Élise. Malheureusement, nous savons que le fait d'être élevé dans une grande pauvreté, avec peu de soutien parental, engendre très régulièrement des difficultés de développement, autant sur le point de vue personnel que professionnel. Mais dans ce genre de situation, lorsque les parents, tuteurs ou aînés sont déterminés à améliorer le sort des jeunes impliqués et qu'ils possèdent certaines ressources pour y arriver, il se peut que le tout s'améliore un peu, et ce, pour tout le monde. Ainsi donc, ce triste événement force la mère d'Élise à déménager chez sa mère. En gros, la grand-mère d'Élise. Là-bas, Élise est principalement élevée par sa grand-mère et sa tante, et semble s'en tirer plutôt bien malgré sa situation. Nous devons souligner le fait que depuis qu'elle est toute petite, Élise rêvait de mener une vie aisée et de ne plus jamais connaître la pauvreté. Ne la jugeons pas trop vite, parce qu'ici, je pense pas qu'il s'agisse d'un simple caprice. Peut-être que la jeune Élise rêvait au plus profond d'elle-même de simplement sortir de cette situation qui la faisait tant souffrir. Lorsqu'elle confiait ce souhait à sa mère, celle-ci lui répondait que pour mener une belle vie, le meilleur plan pour y arriver est d'étudier puis travailler fort. Et je pense qu'on est nombreux ici à avoir reçu des conseils de la sorte, notamment lorsque nos parents nous incitaient à poursuivre nos études, qui parfois pouvaient être plutôt lourdes et fastidieuses. Mais comme vous pouvez vous en douter, la mère d'Élise n'a jamais eu accès aux revenus nécessaires pour couvrir les frais liés aux études de sa fille. Et Élise s'est vue contrainte de se faire de l'argent par ses propres moyens. Et c'est à ce moment qu'Élise entreprend de déménager à Sao Paulo. Là-bas, elle deviendra escorte via un site destiné à cette occupation. Elle estimait que cette décision était un bon moyen de gagner de l'argent rapidement et sans trop de difficultés. Et que tout ça lui permettra aussi d'atteindre un certain niveau d'indépendance en possédant son propre logement tout en réalisant enfin ses études. Il est fréquent que ceux et celles qui s'inscrivent sur un site d'escorte adoptent un pseudonyme. Et selon les sources, Élise répondait à ce moment au nom de Kelly. Au bout de quelques temps, Élise parvient à compléter une formation d'infirmière en plus d'être en mesure de payer les frais associés à son nouveau logement. Comme nous l'avons dit plus tôt, Marcos Matsunaga et Élise se sont rencontrés via ce même réseau d'escorte. Il est raconté que Marcos Matsunaga avait pour habitude de fréquenter ce genre de site afin de se changer les idées. Peut-être pour oublier tout le stress qu'il avait par rapport à son travail d'homme d'affaires, qui sait. Après que Marcos Matsunaga entre en contact avec Élise, il devient très rapidement très attaché à elle et il prend désormais rendez-vous seulement avec elle. Et comme on l'a dit plus tôt, Marcos et Élise vont se marier très rapidement, soit 3 ans à peu près après leur rencontre. Le mariage a eu lieu dans une église et on rapporte qu'Élise, lors de cet heureux événement, est non seulement heureuse en raison de ce mariage, mais surtout parce qu'enfin, elle peut vivre la vie de luxe dont elle a toujours rêvé. Et c'est à partir d'ici qu'il va se passer des choses plutôt sombres. Tout semblait bien se passer, une rencontre, ils tombent amoureux, ils se marient, mais quelque chose va se produire. Si je suis là pour vous parler de cette affaire, vous vous doutez bien qu'il y a une ombre sur le tableau. En ce moment, j'ai l'impression que dans nos affaires, on n'a pas le droit au mariage parfait. Il y a toujours quelque chose qui va tout gâcher. Dans quel monde on vit, bordel ? Alors sans plus attendre, découvrons ensemble ce qui s'est passé le soir du 19 mai 2012. Depuis un moment déjà, après son mariage avec Marcos Matsunaga, Élise soupçonne son mari d'entretenir des relations extra-conjugales avec d'autres femmes. Ces accusations d'infidélité qu'Élise entretient à l'égard de son mari étaient déjà dans le même passé l'objet de nombreuses disputes au sein du couple. Élise songe même au divorce à ce moment, mais elle se rétracte aussitôt alors qu'elle apprend qu'elle est enceinte de leur fille, Elena. Mais l'annonce de cet événement, qui normalement devait être considéré comme une nouvelle réjouissante, ne permet pas pour autant d'atténuer les tensions qui règnent au sein du couple. Élise donne finalement naissance à la petite Elena. Toutefois, les soupçons qu'Élise entretient à l'égard de son mari prennent une telle ampleur qu'elle décide même d'avoir recours à des services d'espionnage
Elle voulait surveiller les moindres faits et gestes de son mari. Oui, ça en devenait très malsain. Le 19 mai 2012, Marcos Matsunaga vient rejoindre sa femme Elise en fin de journée. Il va la rejoindre directement dans leur appartement. Pour le repas, Marcos a prévu au menu une pizza. Tout simplement. Sur les caméras de surveillance de l'édifice de leur appartement, nous pouvons effectivement apercevoir Marcos se diriger vers son foyer avec des pizzas. Malheureusement, ce sera la dernière fois qu'on pourra apercevoir Marcos Matsunaga vivant. Ici, rien nous laisse penser qu'il va se passer quelque chose d'horrible. A priori, il va chercher une pizza pour passer une belle soirée très chill dans leur appartement. Mais ça va pas du tout se passer comme ça. Ce serait beaucoup trop beau, mais malheureusement, non. Alors qu'ils dégustent leur pizza, le couple va rentrer à nouveau dans une dispute qui était, disons-le, plutôt mouvementée. Elise confronte à nouveau son mari au sujet de l'infidélité. Mais cette fois, cet entretien houleux prend une tournure des plus dramatiques. Elise se saisit de l'une des armes à feu de son mari. Elle s'approche de ce dernier et tire à bout portant. On raconte également qu'Elise décide d'égorger son époux après avoir tiré sur lui. Quand on s'acharne à ce point sur une personne qui de toute évidence perd la vie dès un premier tir, c'est qu'il devait forcément y avoir une certaine rage. Un lourd facteur émotionnel qui viendrait expliquer la raison des tirs supplémentaires qui sont, disons-le, inutiles. Marcos Matsunaga était déjà mort dès le premier tir, sachant qu'elle a visé sa tête. Je sais pas ce que vous en pensez, mais un tel acharnement, je trouve que ça fait froid dans le dos. Ainsi donc, Marcos Matsunaga perd la vie à ce moment même, alors qu'il était âgé de seulement 42 ans. Après avoir commis ce meurtre, Elise, voulant se débarrasser du corps de son mari, s'empresse de le découper puis d'emballer soigneusement chacune de ses parties dans des sacs à ordures avant de les dissimuler à l'intérieur de valises. Sur les caméras de surveillance de leur résidence conjugale, nous pouvons en effet ici constater un extrait des enregistrements des caméras de surveillance du complexe de leur appartement. D'abord, on voit Marcos Matsunaga aller chercher la pizza et un peu plus tard, Elise sortir avec le corps de son époux dissimulé dans des valises, pour finalement entrer sans les fameuses valises. Elle prend ensuite la route et emporte les valises hors de Sao Paulo, soit environ 32 km plus loin de leur résidence. Et c'est là qu'elle abandonne les restes de son époux, auprès d'une route sur laquelle elle se trouvait à ce moment, dans la ville de Kotia. On peut dire que cette tentative de dissimuler le crime a été réalisée de manière, je ne sais pas, peu professionnelle, si j'ose le dire. Les restes de Marcos Matsunaga n'ont pas du tout été dissimulés d'une quelconque façon. Ils ont seulement été laissés là, au bord d'une route, de manière totalement visible aux yeux de tous. Pourquoi si peu d'efforts ont été fournis de la part d'Elise, qui visiblement a voulu camoufler le crime ? Est-ce qu'elle cherchait à se faire repérer puis arrêter ? Peut-être qu'elle souhaitait aussi dissimuler le corps afin d'épargner Elena, la fille du couple, pour qu'elle n'aperçoive pas la scène et d'en être traumatisée. Et bien tout ça, on va essayer de le découvrir dans les minutes qui suivent. Bref, la police mettra du temps avant de découvrir les restes éparpillés de Marcos Matsunaga. Quand il tombe dessus, la police ouvre aussitôt une enquête afin de comprendre qui est responsable de ce crime sordide. Comme vous le savez sans doute, dans ce genre d'affaires, la première personne à être considérée comme suspect principal est le conjoint ou la conjointe du défunt. C'est donc très rapidement que la police remonte à la résidence des Matsunaga. Et là, elle met la main sur les enregistrements des caméras de surveillance contenant l'intégralité des événements de la soirée du 19 mai 2012. Après avoir constaté les actes plus que suspects d'Elise, celle-ci est aussitôt interpellée, puis arrêtée afin d'être interrogée. Eh bien Elise Matsunaga, il est temps pour toi de faire face à ton crime et de reconnaître l'atrocité de tes actes. Banks. Ici, on peut s'attendre à ce que, comme on peut le remarquer dans la plupart des histoires criminelles, que le suspect donne beaucoup de fil à retordre aux enquêteurs, qu'il désavouera ses gestes ou qu'il fera porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Souvent, on voit plusieurs tentatives désespérées et stratégies bancales que font les coupables. Ils essaient d'échapper en douce, d'échapper aux suspicions des autorités et de continuer de mener leur vie comme si rien ne s'était passé. Et quand on regarde bien, c'est d'une grande lâcheté. Non seulement tu commets un meurtre et ça provoque de nombreux dommages collatéraux, et en plus tu espères t'en sortir. Ouais. Et bien étrangement, c'est totalement le comportement inverse qu'adopta Elise à la suite de son arrestation. À la grande surprise de tout le monde, elle va tout avouer. Elle avoue presque instantanément que c'est elle qui a assassiné son mari, que c'est bien elle qui a abandonné les restes de son corps découpés et mutilés
proche d'une route non loin de leur appartement. Cette histoire est rapidement à la une de tous les médias brésiliens qui s'empressent de parler de l'affaire. Et comme vous l'avez compris, ce qui a poussé Elise à commettre ce meurtre, c'était l'infidélité de son mari. Toujours cette même problématique qui, tôt après leur mariage, posait déjà beaucoup de disputes dans leur couple. Le motif criminel aurait pu être l'argent comme dans de nombreux cas, mais non, on est vraiment sur l'infidélité ici. Elise avoue tout au sujet de ce motif, et en plus, elle déclare qu'elle subissait depuis un moment des abus d'ordre psychologique et sexuel de la part de son mari. De plus, elle raconte que Marcos l'avait menacée de partir en emportant leur fille Helena, qui au moment des faits est âgée d'1 an seulement. Je pense personnellement que c'est la raison pour laquelle Elise n'a visiblement fait aucun effort pour dissimuler son crime, en plus de passer aux aveux aussi rapidement. Peut-être qu'elle voulait désespérément partager cette situation qui la faisait tant souffrir. Je vous avoue que je ne suis pas certain de comprendre et que je suis un peu perdu. Je tiens à dire qu'elle a quand même découpé son mari. C'est pas rien de découper quelqu'un. Faut vraiment être complètement marteau pour faire ça. Une telle barbarie et le fait qu'elle avoue tout, je sais pas mais c'est tellement paradoxal. Je vous jure, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Une telle facilité à le tuer, à le découper, à le mettre dans une valise, mais elle va passer aux aveux si facilement. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Ce qui est sûr ici, c'est qu'Elise avait besoin d'aide à un moment de sa vie. Ça, c'était certain. Elle avait besoin que des gens prennent soin d'elle. Ça aurait pu la sauver et éviter ce drame. Et je fais une petite parenthèse ici, parce que c'est important et qu'on sait jamais. Je vous affiche quelques numéros importants à l'écran. Comme ça, au cas où, si un proche ou vous-même subissez des situations de violence conjugale ou autre, n'hésitez pas, ça coûte rien d'en parler, de demander de l'aide et d'extérioriser. Parfois, il suffit d'un seul contact, d'une bonne oreille, et le cheminement de ta vie prend tout un autre sens. Et c'est véridique, dans la vie, t'as des gens qui tournent mal, et qui un jour font une très belle rencontre et se reprennent en main, tout simplement. Juste une rencontre peut tout changer dans la vie de quelqu'un. Ça, c'est réel. Bref, parenthèse terminée, reprenons. En plus de tout ça, Elise affirme lors de son procès que certains membres de la famille de son époux exigeaient de sa part un test ADN dès qu'ils ont appris qu'elle travaillait auparavant en tant qu'escorte. C'est assez curieux et ça n'a pas trop de rapport avec le reste ici. En quoi un test ADN peut contribuer à quoi que ce soit dans ce genre de situation? Complètement farfelu. Peut-être que certains détails techniques m'échappent, ou peut-être que cette idée est tout simplement absurde. Peut-être est-ce pour confirmer son identité. Je suis assez curieux de connaître votre opinion sur ce sujet. Enfin bon, Elise a commis l'irréparable. Elle a été poussée à l'assassinat de son mari après cette ultime dispute. Au cours de son procès, Elise déclare qu'elle-même ne savait pas quelle émotion elle ressentait quand elle a commis ce crime. Elle va même déclarer la phrase suivante. Honnêtement, je n'ai pas vraiment d'idée en ce qui concerne quelle émotion me poussa à assassiner mon mari, Marcos Matsunaga. À l'issue de son procès, Elise Matsunaga est condamnée à 19 ans de prison. Je trouve ça pas énorme pour un crime d'une telle barbarie. Parce que la laisser en liberté après ça, je voudrais pas la rencontrer, hein. Aujourd'hui, elle est toujours incarcérée à Sao Paulo, depuis les événements de 2012. Elise n'aurait plus de moyens de contact avec sa fille, qui aurait été prise en charge par ses grands-parents paternels. Nous sommes entre 1990 et 1994 exactement. Nous sommes à Philadelphie, dans l'est des États-Unis. Là-bas vit une jeune fille de 12 ans qui s'appelle Karen Widos. Avec sa longue chevelure blonde, son sourire affirmé et une personnalité déjà bien forgée, Karen fait la fierté de sa maman Betty avec qui elle vit. Malgré son âge précoce, c'est un enfant qui sait ce qu'elle veut. Et selon sa maman, elle savait prendre les bonnes décisions. Elle adore la danse et la pratique quelques fois par semaine. Elle est également assez autonome parce que sa maman occupe un travail de nuit, donc forcément, elle s'y est vite habituée. À l'école, tout se passe à peu près pour le mieux. La jeune fille est une bonne élève, éveillée et pleine de vie. Vers l'âge de ses 13 ans, Karen Widos fait la rencontre de Leonard Tilton, un garçon relativement charismatique, âgé d'environ 4 ans de plus qu'elle. Ils s'entendaient bien, mais lui, il voulait plus. Donc rapidement, ils entament une relation amoureuse. Léonard se découvre être un petit ami très agréable, malgré un début peu convaincant du côté de Karen. Mais à force, elle avoue s'être un peu laissée séduire. Il la couvre d'attention et de mots doux. Elle est très sensible à son comportement et c'est très normal pour un enfant de son âge. Le couple se voyait très régulièrement et lorsqu'ils n'étaient pas à l'école, ils passaient la quasi-totalité de leur temps ensemble. Léonard lui dit souvent des phrases comme « Je t'aime ».
tu es belle. Ce qui rassure encore Karen d'avoir pris la bonne décision en acceptant de sortir avec lui. Les mois passent et le couple perdure, se découvrant un peu plus en profondeur au fur et à mesure du temps. Karen est heureuse à quelque chose près. Un détail l'embête assez, mais elle ne sait pas vraiment comment réagir à ça. C'est à propos de la jalousie de Léonard. Lorsqu'ils sont tous les deux, les choses se passent plutôt bien. Mais il suffit que Karen envisage de sortir avec des amis de l'école pour qu'ils se mettent à changer de comportement. Oh, ça sent très mauvais tout ça. Trop de jalousie, on le sait tous, ça peut devenir très toxique. Ce genre de relation, ça sent pas bon du tout. Il est très possessif et il insiste lourdement pour que sa petite amie évite de côtoyer d'autres personnes que lui. Peut-être qu'il avait peur qu'elle s'éloigne de lui, ou qu'elle rencontre quelqu'un d'autre, ou peut-être que c'est une réaction de défense qui montre un peu son caractère. Mais Karen, dont l'adolescence est entamée, veut simplement être comme la plupart des filles de son école et pouvoir faire d'autres rencontres. Elle n'a pas pour projet de quitter Léonard, car elle l'aime. Elle l'aime comme on peut aimer à 14 ans. Cela fait maintenant environ 1 an que Léonard et Karen sortent ensemble. Et la jeune fille se pose beaucoup de questions sur cette relation. Elle décide d'en parler à sa mère, qui se doute déjà de quelque chose. Pour commencer, on pourrait parler de son âge. Karen a seulement 14 ans et demi, alors que lui en a 18 passés. Attendez. Mon cerveau est en train de réfléchir là. Ça veut dire que quand il avait 17 ans, elle en avait 13 quand ils sont sortis ensemble ? 4 ans de décalage, étant tous les deux mineurs, je trouve ça particulièrement bizarre et dérangeant. Pour un homme de 28 ans qui sortirait avec une femme de 24, ça va, y a pas trop de soucis. Mais là, dans le schéma qu'on a, je trouve que ça ne passe pas du tout. Elle avait 13 ans, tu te mets à sortir avec un bébé, qu'est-ce que tu fais, mec ? Déjà, ça commence mal. Ils se sont rencontrés tous les deux étant mineurs. Et Betty n'a pas forcément plus d'a priori à ce sujet. Ce sont tous les deux des adolescents. Mais Léonard, avec ses 4 ans de plus, dispose d'un peu plus d'expérience que sa petite copine. Donc il pourrait facilement exercer une influence sur elle. Surtout qu'il sait se montrer très doux, qu'il sait comment se faire apprécier. Lorsque Karen se confie à sa maman à propos de son couple, c'est souvent pour lui parler des mêmes soucis. Léonard a toujours un peu montré des traits de jalousie, mais dernièrement, c'est devenu vraiment envahissant. Il n'est plus modéré dans ses réactions, et il peut carrément exploser de colère lorsque Karen exprime le souhait de sortir avec quelqu'un d'autre que lui. En fait, elle se sent de plus en plus isolée de ses amis, et quand elle en parle, il peut devenir insultant et grossier. Pour couronner le tout, il trouve normal à ce qu'elle lui demande systématiquement la permission lorsqu'elle veut côtoyer quelqu'un. Karen ne sait pas vraiment quoi penser de ce comportement, mais son ressenti est clair. C'est à la fois très contraignant et frustrant. Mais n'ayant que très peu d'expérience, elle n'a pas de référence à ce sujet. Et en connaissant Léonard sous de meilleurs aspects, elle minimise sans réellement s'en rendre compte la situation. Car quand on regarde bien, ce n'est pas de la jalousie que veut montrer son petit ami. Ce n'était pas non plus de l'amour, non, c'était autre chose. C'était quelque chose de plus dangereux, de plus sombre. On appelle ça de la domination et de la possessivité extrême. Il en démontre progressivement l'exemple. Et malheureusement, Karen ne va pas tout de suite réaliser la gravité de ce qui était en train de se passer. Ni elle, ni Betty d'ailleurs. En revanche, elle le trouve maintenant assez effrayant. Surtout quand ses sourcils se froncent et que sa bouche se met à cracher des insultes menaçantes. Lorsqu'il est comme ça, Karen ne veut plus être avec lui. Il ne ressemble plus au petit ami qu'elle a pu aimer. Il montrait son vrai visage avec sa vulgarité et son air menaçant. Malgré tout, elle se sent encore un peu accrochée, se disant peut-être que cela finira par se calmer. Elle doit juste continuer à se poser les bonnes questions et ne pas cesser de s'interroger sur son attitude à elle aussi. En attendant, elle tiendrait le coup et prendrait sur elle s'il y a encore des problèmes entre eux. Cette situation compliquée entre le jeune couple va durer encore 1 année supplémentaire. Et bien qu'elle prenne son mal en patience, Karen ne voit pas de changement chez Léonard. En fait, elle subit plus qu'autre chose. Elle a désormais 15 ans et ne peut plus supporter les crises du jeune homme. Elle désire vraiment pouvoir côtoyer qui elle veut et quand elle veut, sans avoir à rendre de compte à qui que ce soit, à part sa mère Betty. Elle ne veut plus avoir à ressentir la culpabilité ou la peur qui lui arrivait de ressentir à cause des réactions de Léonard qu'elle juge dorénavant disproportionnées. Bref, elle souhaite se libérer de toutes ces négativités. Elle voulait évoluer et surtout reprendre une vie normale. Elle voulait vivre comme toutes les filles de son âge en fin de compte. C'est de cette façon qu'après 2 années de relation, le couple se sépare. C'était une libération pour Karen, qui va pouvoir se faire de nouveaux amis. Malgré sa nature contrôlante, Léonard semble bien supporter sa rupture. Et même plus que ça, on dirait bien que ça lui convient. Pendant un temps, Karen passe complètement à autre chose. Elle rencontre un nouveau garçon, se fait de nouveaux amis, et elle se dit que ça doit être pareil du côté de son ex. D'ailleurs, avec son ex, les liens ne sont pas complètement coupés. De temps à autre, il l'appelle, juste pour prendre des nouvelles.
comme s'il voulait conserver une sorte d'amitié avec elle. Si Karen aurait pu s'en méfier dans un premier temps, ses soupçons s'estompent assez rapidement. Léonard ne présente aucun signe de jalousie. Les discussions sont banales, lisses. Mais Léonard cache bien son jeu. Au bout d'un certain temps, Karen commence à recevoir des appels qui raccrochent sans que personne ne parle au bout du fil. Et il semblerait que ces appels soient émis d'une cabine téléphonique. Bien sûr, elle ne peut pas être certaine que l'auteur de ces canulars, c'est Léonard. Mais elle avait de gros doutes sur son cas. Un jour, elle sort exceptionnellement plus tôt de l'école. Elle se rend directement chez elle. Mais à peine la porte de la maison refermée, quelqu'un frappe, comme si la personne l'avait suivie de près. Elle ouvre la porte et se trouve nez à nez avec Léonard. La situation était assez bizarre, car personne ne pouvait savoir qu'elle finirait l'école plus tôt. Tout de suite, elle lui demande ce qu'il fait ici. « Oh, j'étais juste dans le quartier », répond Léonard. Il faut savoir qu'à ce moment-là, le jeune homme habitait tout de même à près d'1 heure de chez elle. À partir de ce moment-là, Karen commence à se sentir très mal à l'aise. Les coups de téléphone silencieux et maintenant ça. On dirait presque qu'il était en train de l'espionner. À ce moment-là, elle est tentée d'en parler à la police. Mais pour leur dire quoi finalement? Qu'il est étrange? Qu'il lui fait peur? Ce n'était pas suffisant, donc elle abandonne l'idée. Environ 1 an après leur rupture, le jeune homme contacte de nouveau Karen pour lui apprendre une grande nouvelle. Il va très prochainement déménager en Californie, à près de 4500 km de chez elle. Enfin une bonne nouvelle, mais au lieu de se réjouir, Karen est encore plus mal à l'aise. Quelque chose clochait dans cette annonce inattendue. Léonard se rend alors chez elle pour lui dire au revoir. Chose déconcertante, il prend Betty dans ses bras, comme dans une sorte d'adieu déchirant. Puis ensuite, plus rien pendant quelques jours, peut-être quelques semaines. On ne saura jamais vraiment ce qui se passe dans la tête du jeune homme. Mais une chose était certaine, il pensait à son ex-copine, ça c'était sûr. Même s'il n'a pas besoin de le dire clairement, il sait le faire ressentir. Toujours est-il qu'un jour, les appels silencieux reprennent. Et ils sont 2 voire 3 fois plus nombreux. Ils deviennent tellement insistants et insupportables que Betty la maman décide de changer son numéro de téléphone. Après ça, Karen et sa maman commencent à recevoir des lettres écrites de la part de Léonard. Son adresse postale indiquait une localisation en Californie. Peut-être est-il vraiment parti après tout. Karen allait enfin être tranquille. Mais elle ne peut s'empêcher de se dire que les effrayants coups de fil venaient de lui, et que faute de ne plus pouvoir le faire, il s'était résolu à passer par la voie postale. Mais encore une fois, rien ne pouvait le prouver. Dans ses lettres, Léonard raconte des banalités, mais très peu de détails sur le nouvel endroit où il vit. En fait, très vite, ses écrits deviennent bizarres. Il explique avoir rencontré une fille qui s'appelle Karen, comme elle. Après tout, pourquoi pas, même si la coïncidence est un peu troublante au vu du contexte. Mais il va plus loin que ça, expliquant qu'elle fait exactement la même taille et le même poids qu'elle. Et que surtout, elle était maintenant enceinte et qu'il allait devenir papa. À partir de là, mère et fille se posent véritablement des questions. Ce garçon n'avait pas un comportement normal, ça semblait évident. Il fait une fixette sur la jeune fille et ça devient vraiment malsain. Mais il y a pire. Un jour, Karen rentre de l'école avec son petit ami. Elle regarde le paysage défiler par la fenêtre du bus qui passe par l'ancien quartier où vivait Léonard. Puis juste devant sa maison, là, ses yeux s'écarquillent. C'est lui. Il est là, debout dans la rue, près de sa maison. Karen est un peu secouée, mais au fond d'elle, elle l'a toujours su. Léonard n'est jamais parti en Californie. Ensuite, elle va recevoir d'autres lettres, dans lesquelles il avait écrit avoir menti au sujet de son déménagement. Et il finira par avouer son amour éternel pour elle. Ça devient de plus en plus flippant, et tout ce qu'il avait dit par rapport à sa nouvelle copine qui s'appelait aussi Karen, comme son ex, qu'elle était enceinte, c'était totalement faux. C'est vraiment bizarre et flippant d'avoir un tel comportement. Bref, je disais qu'il avouait son amour éternel pour elle. Mais ça fait maintenant 1 an et 4 mois que leur relation a cessé, et Karen a définitivement tourné la page. Elle a son nouveau petit ami qu'elle adore, ses amis, et elle ne compte pas retourner à sa vie d'avant. Elle aurait voulu que ce soit la même chose pour Léonard, mais ce n'était pas du tout le cas. Mais même après ce qu'il lui a fait endurer quand ils étaient ensemble, et même après les coups de fil anonymes et ses lettres au caractère plus que particulier, Karen ne l'oublie pas. Elle a quand même passé une partie de sa jeunesse avec lui, et pour elle, ça compte. Le fait d'imaginer qu'il n'arrive pas à être heureux de son côté lui crée une émotion. On ne saurait pas dire si c'est de la pitié ou de la compassion. Alors le soir du 12 juin 1994, la jeune fille de 16 ans prend l'initiative inattendue d'inviter Léonard chez elle. Comme ça, ils pourront discuter, puis regarder la télé. Bien sûr, elle n'est pas toute seule à la maison. Il y a son petit ami et sa maman Betty. La soirée se passe d'une façon relativement normale. Léonard se comporte comme un garçon très ordinaire et raconte des banalités en commentant ce qui se passe à la télévision. Il n'y a a priori aucune discussion sur tout ce qui a pu se passer auparavant, ni au sujet des lettres, ni de la Californie, ni des appels anonymes. Karen racontera plus tard toutes les choses suivantes.
Je me souviens qu'il y avait une course-poursuite diffusée en direct à la télé. Un certain O.J. Simpson, très connu, qui aurait peut-être poignardé 2 personnes. Je ne savais pas qui c'était et je m'en foutais. Après que la course soit terminée, Léonard est tout de suite rentré chez lui. Quelques jours après, elle reçoit un appel de lui. Il lui raconte qu'il s'est teint les cheveux en noir et qu'elle doit aller voir. Il dit qu'il va prendre le bus pour venir jusqu'à chez elle. Karen ne comprend pas vraiment qu'il fasse 1 heure de trajet pour ça. Surtout qu'elle n'a pas forcément envie de le voir. Arrivé sur place, Léonard montre avec fierté ses cheveux à Karen. Mais elle ne va pas aimer sa coupe de cheveux. Elle se dit secrètement que ça lui donne un air encore plus diabolique et étrange. Puis elle va dire les phrases suivantes. Et alors que je le raccompagnais à la porte, il m'a regardé très sérieusement et a dit « Tu sais que je pourrais te tuer, car personne ne sait que je suis ici. » Sans répondre, Karen referme immédiatement la porte. Elle avait la chair de poule et dans un réflexe, elle va fermer la porte à toute vitesse. Comme si elle avait senti qu'il était capable de faire ça. Tout d'un coup, un sentiment effrayant s'empare d'elle. Peut-être le même que celui qu'elle ressentait quand Léonard lui criait dessus il y a presque 2 ans. Mais non, c'était bien plus fort que ça. Elle réfléchit. Peut-être qu'il en serait vraiment capable. Pourquoi pas après tout? Il était déjà bizarre. Une chose est sûre, ce mec est vraiment cinglé. Mais peut-être qu'il a simplement voulu faire une blague. Une blague vraiment nulle, mais juste maladroite. Il faut dire que le malaise est quand même presque palpable à certains moments avec lui. Ou bien peut-être que c'est bien plus profond que ça et qu'il a des soucis mentaux. En tout cas, il ne pourrait pas faire ce qu'il dit, c'est impensable, sinon il ira en prison. Mais quand on réfléchit bien, est-ce que quelqu'un de dérangé a l'habitude de réfléchir aux conséquences de ses actes? Karen retourne la question dans tous les sens, cherchant désespérément à se débarrasser de ce sentiment de terreur. Puis elle finit par se dire qu'elle est stupide, que jamais il ne pourrait commettre une telle chose. Et honnêtement, ça m'étonne pas qu'elle dise ça. À quel moment tu vas prendre au premier degré une personne qui va te sortir « je vais te tuer ». En vrai, c'est très peu probable qu'il soit sérieux. On pourrait plutôt penser à une blague, mais jamais on pourrait penser que ça aille plus loin. C'est vrai que Karen le trouvait spécial, mais ce n'était pas un tueur quand même. Et pour le coup, elle décide d'ignorer ce qu'il a dit. Karen ne pouvait pas le savoir à ce moment-là, mais elle venait de faire la pire erreur de son existence. Une erreur que malheureusement beaucoup trop de gens font. Sous-estimer le harcèlement qui peut être parfois subtil. Car ce que Karen endure depuis plusieurs années maintenant, ça s'appelle du stalking, de la traque, et on l'a déjà vu dans de précédentes vidéos. Elle est littéralement suivie à la trace par Léonard. Il cherche toujours à la contrôler. Ici, ce n'est pas de l'amour, il a besoin d'elle pour exister. Il n'hésite même pas à empiéter sur son intimité pour arriver à ses fins. Il ne la veut que pour elle et il ne peut plus supporter l'idée qu'elle ne lui appartienne pas. Mais dans sa tête, on a l'impression qu'il ne comprend pas qu'elle ne lui appartiendra jamais, même si elle décidait finalement de renouer un lien amoureux avec lui. En fait, Léonard a un grave problème. Un problème qui va le mener à commettre un acte d'une cruauté sans précédent. C'est assez effrayant de voir à quel point les choses peuvent prendre une tournure aussi dramatique. Ensemble, je vous propose de découvrir l'horreur de cet homme qui va sombrer dans la folie. Let's begin. Le matin du 23 juin 1994, Karen entend des tapotements sur la vitre de sa chambre. Elle se lève pour aller voir et voit Léonard lancer des pierres à sa fenêtre. Il fait signe de le laisser entrer. Elle descend dans l'entrée mais hésite à ouvrir la porte. Elle est toute seule et sa mère n'aime pas qu'elle invite des amis quand elle n'est pas à la maison. Elle ouvre tout de même à Léonard, qui entre presque tout de suite sans même demander la permission. Déjà, Karen est assez énervée de ces jets de cailloux à sa fenêtre. Là, elle devient furieuse. Elle lui dit qu'il doit s'en aller, pour des raisons citées précédemment. Mais Léonard n'a pas l'air pressé de partir. Il lui demande un verre d'eau pour gagner du temps. Karen décide donc d'appeler sa grand-mère, qui vit en bas de sa rue, pour lui expliquer ce qui se passe. Au téléphone, la vieille dame engueule sa petite fille. Elle ne doit pas inviter qui que ce soit durant l'absence de Betty. Elle décide de venir directement, bien décidée à mettre Léonard à la porte. Pendant ce temps, Karen choisit de battre en retraite. Elle monte dans sa chambre, ferme la porte et attend que sa grand-mère arrive. Et elle finit par arriver quelques minutes plus tard. Mais une fois sur place, elle ne trouve personne. L'invité indésirable est manifestement parti. Karen, allongée dans son lit, finit par s'endormir, rassurée de ne plus avoir à gérer ce problème. Sa grand-mère retourne chez elle et elle est de nouveau seule. Mais au bout d'un long moment, elle ressent une étrange sensation qui la fait émerger de sa sieste. La première chose qu'elle voit la remplit de terreur. C'est Léonard, juste devant elle, debout, devant son lit. Elle ressentait aussi des doigts sous son drap, qui caressaient ses pieds nus. En une seconde, Karen saute du lit et se met à crier. Juste après, elle sort de sa chambre pour courir dans les escaliers, avec Léonard juste derrière elle. Elle essaie de se calmer, mais elle est paniquée.
Avec beaucoup de sang-froid, elle lui demande à nouveau de s'en aller. Ce à quoi Léonard va répondre « Oui, mais est-ce que je pourrais t'étrangler là ?» En même temps, il met ses mains autour du cou de Karen et se met à serrer très fort. Il met tellement de force dans son acte qu'il parvient à la soulever de quelques centimètres du sol. Elle est maintenant tenue en l'air par le cou et elle sent qu'elle est en train de perdre connaissance. Ensuite, c'est le trou noir. Lorsqu'elle se réveille, Léonard est assis sur elle et il lui dit « Tu crois en Dieu, toi ? Tu penses qu'on pourrait être au paradis ensemble ?» Puis il l'étrangle encore une fois jusqu'à l'évanouissement. Quand elle reprend de nouveau ses esprits, elle remarque qu'elle n'est plus habillée de la même façon. Elle porte désormais une robe, elle est allongée par terre et Léonard était en train de la violer. Quand il voit qu'elle a les yeux ouverts et qu'elle commence à se débattre, il lui donne un coup violent à la tête, entre les deux yeux. Karen n'en finit plus d'enchaîner les traumatismes et elle a beaucoup de mal à avoir les idées claires. Mais elle sait une chose, elle doit se battre. Elle doit tenir le coup et espérer que les choses finissent le plus vite possible. Encore une fois, elle émerge à nouveau. Elle analyse son environnement et Léonard est toujours là, agenouillé au-dessus d'elle. Mais cette fois, il a un couteau de boucher dans la main. Il le lève au-dessus de sa tête, puis l'enfonce dans la poitrine de Karen. Du sang se met à couler. Karen ressent une très vive douleur et ne peut que regarder son agresseur, qui respire fort et qui émet des grognements horribles. Karen a l'impression qu'on lui ouvre les côtes et elle se dit que c'est la fin. Là, elle pense à deux choses dans sa tête. Elle se dit qu'elle ne verra plus jamais sa mère, ni la lumière du jour. Une immense tristesse l'enveloppe, alors que Léonard retire le couteau de son corps pour le jeter sous le lit. Puis il s'allonge par terre près d'elle, en train de mourir. Il l'embrasse sur les lèvres en lui disant « Laisse-toi mourir, je t'aime. Je vais mettre fin à ma vie. J'irai sur le pont de Tacony Palmyra et je me jetterai. » Avant de partir, Léonard décide de la couvrir de drap et de la pousser sous le lit, la laissant pour morte. Ensuite, Karen raconte « Alors que j'étais allongé là, la main sur la poitrine, me sentant mourir, je savais que je devais sortir. J'ai attendu et quand j'ai pensé qu'il était parti, je me suis assise. J'ai essayé d'arrêter mon hémorragie, puis j'ai dégringolé les escaliers. Puis je suis sorti de la maison dans la rue. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à faire tout le chemin jusqu'à la maison de ma grand-mère. Là-bas, je me suis effondré dans les bras de mon grand-père. Dans une soif de vivre incroyable et magnifique, Karen vient de se surpasser en puisant dans ses dernières forces. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital. Elle a un poumon perforé et plusieurs blessures graves. Par chance, le couteau n'est passé qu'à quelques centimètres de son cœur. Elle s'en sortira. Elle a encore des tas de choses à vivre. Son heure n'était pas encore arrivée. Pendant le trajet pour l'emmener dans une cellule de soins intensifs, Karen informe les autorités de l'identité de son agresseur et de l'endroit où il pourrait se trouver. Le pont Tacony Palmyra aux portes de Philadelphie. La police s'y rend le plus rapidement possible. Elle y trouve Léonard sur le point de sauter, avec des photos de Karen à la main. La police est sur les lieux et ils sont sur le point de l'arrêter. La police vient d'arrêter Léonard. Placé en examen, il est temps pour lui de répondre de ses actes devant la justice. En juillet 1994, à peine un mois plus tard, le procès de Leonard Tilton s'ouvre. Il plaide coupable de viol, d'agression, de tentative d'assassinat et de possession d'instruments destinés à commettre un meurtre. Et il est condamné pour cela à une peine de 40 ans de prison. Après 15 ans, il aura la possibilité de faire une demande de libération conditionnelle chaque année. À l'écoute de ce verdict, la famille Widows est scandalisée. Elle juge que ce n'est pas suffisant. Malgré son état encore fragile et ses troubles du stress post-traumatique sévères, Karen est également présente. À ses yeux, cette condamnation est une grande déception. Mais dès lors, une immense force va se créer en elle. À partir de maintenant, elle ne vouera sa vie qu'à une seule chose: la défense des victimes, et en particulier celles qui ont survécu à une agression ou à une tentative d'assassinat. Elle dira plus tard lors d'une interview « Je sentais que contrairement à tant de victimes d'actes criminels, on m'avait donné un cadeau, ma vie, et je devais en tirer le meilleur parti. » Et c'est ce qu'elle va faire. Pendant de nombreuses années et encore aujourd'hui, Karen Widows transforme son épreuve tragique et son identité de survivante en quelque chose de positif. En tant que conférencière qui défend les droits des victimes dans toute la Pennsylvanie comme les États-Unis, elle travaille pour s'assurer que personne n'ait jamais à vivre ce qu'elle a vécu. C'est devenu sa mission de donner une voix à chaque victime et survivant de crimes violents. Tout ça en racontant les détails de sa propre expérience et en montrant qu'ils ne sont pas seuls. Après que Léonard ait fait ses 15 ans de prison, il a été autorisé à demander une libération conditionnelle. Il pourra désormais chaque année le demander. Et chaque année, Karen devra se confronter à celui qui a voulu lui ôter sa vie. C'est une épreuve très dure pour elle,
Mais elle est déterminée à systématiquement témoigner pour continuer à faire enfermer ce monstre pendant très longtemps. Aujourd'hui, à presque 50 ans, Leonard Tinton est incarcéré à l'établissement correctionnel d'État de Banner Township. Il s'agit d'un établissement correctionnel à sécurité moyenne du comté de Sumter en Pennsylvanie. Aujourd'hui, Karen est mariée et vit une existence heureuse. Son combat l'aide énormément à sa résilience et à tourner la page sur tout ce qu'elle a vécu. Depuis 2019, il existe une loi, la loi Karen, adoptée non seulement à Philadelphie, mais dans l'État de Pennsylvanie tout entier. Son but, limiter le processus de demande de libération conditionnelle pour les prédateurs sexuellement violents. Cela aura pour but de garantir qu'ils restent en prison le plus longtemps possible. Grâce à cette loi, la demande de libération conditionnelle d'un détenu pourrait passer d'une fois par an à une fois tous les 3 ans. Ainsi se termine l'histoire de Karen Widos. C'est l'une des rares affaires de la chaîne qui finit bien. Enfin, finit bien, on s'est compris. Elle n'a pas été tuée, mais elle en garde de lourds séquelles. Notamment son viol et cette peur constante face à ce monstre qui lui a fait vivre un véritable calvaire. J'aimerais avoir vos avis concernant cette affaire. Et aussi j'aimerais savoir si vous avez vécu des choses similaires avec un homme manipulateur qui montrait un aspect de lui qui est vraiment flippant. Moi je pense que ce genre de comportements ne sont pas si rares. Profiter de la gentillesse de la personne avec qui on est, du chantage affectif pour justifier toutes sortes de violences, utiliser tout ça pour se faire pardonner à chaque fois. Ici, dans l'affaire qu'on vient de voir, ça va encore plus loin que ça, une véritable obsession. Une obsession qui va conduire directement à une tentative de meurtre. Heureusement, rien ne se passera comme prévu et Karen Widos s'en sortira. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et j'attends vos avis avec impatience encore une fois dans les commentaires. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.